Oui, c'est fait, c'est parti. Alors, je propose d'étudier avec vous un texte qui émane d'un grand historien français décédé maintenant, qui s'appelle Pierre Vilar, qui a été professeur à la Sorbonne en fin de sa carrière. Il avait fait une thèse de doctorat sur la Catalogne à l'époque moderne, donc au temps moderne, et c'est un historien marxiste. Alors mon souhait avec vous est d'essayer de comprendre dans quelle mesure la théorie élaborée par Karl Marx et par son comparse Friedrich Engels au XIXe siècle, dans quelle mesure cette théorie permet de jeter un éclairage particulièrement intéressant pour comprendre l'évolution des sociétés humaines et plus particulièrement, puisque vous êtes en deuxième ici, à comprendre le passage du féodalisme au capitalisme. Autrement dit, le passage d'une période, d'un mode de production particulier qui débute au Moyen-Âge à un autre mode de production qui se développe à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En gros, je dirais que la période traitée par l'article que vous avez devant les yeux concerne les temps modernes, puisque ça couvre la période 15e, 18e siècle. Je montre devant la caméra le livre d'où est tiré ce document que vous avez devant les yeux. Il est donc tiré d'un chapitre venant de l'ouvrage intitulé « Sur le féodalisme », publié par le Centre d'études et de recherche marxiste, publié par les éditions sociales. Alors le texte que vous avez devant les yeux a été rédigé, et vous le voyez, c'est indiqué dans la note numéro 1, en 1963. Le recueil lui-même, où il est édité, date de 1974, donc 11 ans plus tard. Je propose avec vous donc de faire une explication de texte. Donc c'est un exercice qui ne portera pas, cette fois-ci, sur des textes anciens, sur des sources d'époque, comme nous le faisons habituellement, mais sur une interprétation relativement récente, enfin elle a quand même 50 ans, mais relativement récente, d'événements appartenant à l'histoire. Donc on est plutôt ici dans le domaine de la philosophie de l'histoire, de la théorie de l'histoire, que dans l'analyse et la critique de documents à l'état brut. Il ne s'agira donc pas de faire de la critique historique, comme on le fait habituellement, mais plutôt d'essayer de se plonger dans la pensée d'un grand auteur du XIXe siècle, et Karl Marx, interprété par un grand historien de la deuxième moitié du XXe siècle qui s'appelle Pierre Vilar. La leçon comprendra trois parties. Une première partie dans laquelle nous allons suivre pas à pas la démarche suivie dans le rapport très pédagogique de Pierre Vilar pour essayer de comprendre quelles sont les lignes de force de cette période charnière qui s'étend du XVe au XVIIIe siècle. Dans un deuxième temps, je noterai au tableau le plan, d'ailleurs très apparent, suivi par l'auteur, qui marque les étapes, selon lui, du passage d'un mode de production à un autre. Et enfin, comme d'habitude, dans un troisième temps, je vous présenterai un certain nombre de livres qui ont servi à l'auteur, Pierre Vilar, pour penser la matière qu'il avait devant les yeux, et d'autre part, qui pourrait vous accompagner vous-même dans votre réflexion sur l'histoire. Donc, c'est une tâche qui est
des plus nobles à laquelle s'est attaché plutôt, je cherchais mon nom. C'est sans doute que mon inconscient me coinçait sur un état d'esprit qui était le mien ce matin, juste avant, qui m'empêchait de dire le mot juste. Donc, c'est donc attaché à penser véritablement l'histoire et non pas simplement à la raconter. Et je vous ai déjà dit souvent qu'un historien, ce n'est pas quelqu'un qui raconte, c'est quelqu'un qui explique. Et toute la différence est là. La différence entre une histoire que l'on raconte à des petits-enfants et d'autre part l'histoire avec un grand H qui vise à étudier l'évolution des sociétés humaines. Je vous engage donc à prendre le texte de Pierre Villard. Je le montre à la caméra, en tout cas la première page. La transition du féodalisme au capitalisme. Voici à partir de la page 35 de ce recueil. Dans un premier temps, vous avez peut-être vu, donc je disais que, à la première page, vous avez une définition de ce qu'est le mode de production féodal. Quelles sont les principales caractéristiques? Vous avez peut-être pu voir que pour lui, à cette époque-là, à l'époque féodale, la propriété se situe à plusieurs degrés sur les terres, ce qu'on appelle la propriété utile ou la propriété éminente sur la terre, et que d'autre part la propriété était limitée sur les personnes. Effectivement, vous savez que le serf, il se trouve dans un statut intermédiaire entre celui d'esclave et d'autre part le statut d'homme libre. Le serf est attaché à la glèbe, à la terre, et par conséquent on peut parler d'une propriété limitée du seigneur sur ses gens. Ceci dit, je vous l'ai déjà expliqué dans mon cours au premier semestre, qu'il ne faut pas exagérer le phénomène du servage quantitativement, puisque les serfs n'ont jamais constitué qu'une minorité de la population paysanne au Moyen-Âge. Et dans la fin du Moyen-Âge, les serfs sont relativement rares finalement. Bon. Mais l'auteur, lui, procède à une analyse plutôt qualitative plutôt que quantitative. Quels sont les éléments, les facteurs de transformation de cette société caractérisée par un mode de production féodal? Eh bien, il parle d'une part du fait qu'à cette époque-là, la circulation monétaire est faible. La propriété absolue est moins importante qu'elle ne le sera plus tard. C'est une époque également où les rapports d'homme à homme priment. C'est une époque également où les prélèvements seigneuriaux sont très importants. Ce n'est que plus tard que les impôts d'État prendront le relais. Donc ce sont 4 éléments que vous voyez et qui sont mentionnés par Pierre Villard. Tout ceci fait partie donc de son introduction préalable. Un des éléments qui sera important, je dis bien un, qui est mentionné dans son introduction, c'est l'action consciente de la bourgeoisie, qui va accélérer un changement de structure. Alors d'un point de vue marxiste, ce qui détermine les rapports sociaux, ce sont les forces productives. Les forces productives, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des instruments utilisés par l'être humain qui lui permettent de travailler sur la nature, sur la matière, si je puis dire. Et c'est le degré de ces forces productives qui va déterminer des rapports sociaux qui s'établissent à l'occasion de la production.
ce qui entraîne un changement de mentalité, et ici vous remarquez qu'il fait référence au rôle conscient de la bourgeoisie. Le rôle conscient de la bourgeoisie appartient à ce que Karl Marx appelle la superstructure. Autrement dit, quand une classe prend le pouvoir ou est au pouvoir, elle élabore tout un discours de légitimation de cette prise de pouvoir. Ce discours de légitimation, on le trouve dans le droit, parce que le droit n'est jamais rien d'autre qu'un rapport de force entre des classes sociales aux yeux de Marx, puisque le droit est basé avant tout sur la défense de la propriété privée. Ensuite, on trouve cette légitimation dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'art et surtout dans le domaine de la religion. La religion ayant pour fonction également de justifier un ordre social à l'intérieur de la société. Autrement dit, quand l'Église catholique qui domine en Europe occidentale et en Europe méridionale pendant toute la période qui nous intéresse, eh bien, tient, par l'intermédiaire de ses curés, dans les sermons, aux prêches, à l'Église tous les dimanches, eh bien, le discours qui est tenu est celui du respect de l'ordre seigneurial, parce que si les paysans remettent en question l'ordre seigneurial, ils remettent en question l'ordre monarchique, et comme le roi est lui-même le représentant de Dieu sur terre, remettre en question, ne fût-ce que les prélèvements seigneuriaux, eh bien, c'est remettre en question un ordre divin, c'est remettre en question l'ordre social voulu par Dieu sur terre. Voilà. C'est ça, donc, ce que Marx explique. La superstructure, le droit, la religion, l'art, la littérature, ne sont rien d'autre que l'expression d'une idéologie, d'un rapport de force, d'une oppression exercée par les classes dominantes sur les classes dominées. Mais ce qui permet à cette superstructure de tenir, à ces classes sociales d'exercer leur domination, c'est tout simplement, aux yeux de Marx, un état des forces productives qui détermine des rapports de production, dit-il, c'est-à-dire des rapports sociaux qui s'établissent à l'occasion de la production de biens. Alors, je poursuis. Ce préalable était nécessaire parce qu'il permet de comprendre toute la vision, toute la philosophie de l'histoire de Karl Marx. Alors, dans un premier temps, dans sa démonstration, Pierre Villard explique que, à l'époque du mode de production féodal, il n'y a pas de séparation entre les moyens de production et le producteur. Séparation qui n'interviendra qu'avec le capitalisme. Vous savez qu'à l'heure actuelle, et je dirais c'est le système capitaliste, dans une société, vous avez des gens qui gèrent la société, que l'on appelle les patrons, mais qui ne sont rien d'autre en fait que les représentants des patrons. Les patrons, c'est qui? Ce sont les actionnaires, ce sont ceux qui possèdent le capital social de la société. Et ceux qui gèrent l'entreprise, ils gèrent en fonction de mandats qui ont été fixés lors d'assemblées générales où les actionnaires sont représentés à proportion de leur mise de capital dans l'entreprise. Autrement dit, dans le système capitaliste, ceux qui produisent et ceux qui possèdent le capital ne sont pas les mêmes individus. Il y a donc séparation nette entre les producteurs et d'autre part ceux qui possèdent le capital. Et tout ceci s'établit par un intermédiaire qui est le salaire. Dans le système capitaliste aussi, tout devient marchandise. Tout. Vous ne pouvez pas imaginer un bien dans notre société
qui ne s'est pas transformé en marchandise, quoi que ce soit. L'art, la religion, tous les biens dits culturels sont des marchandises. D'ailleurs, il y a le marché de l'art. On peut tout acheter. Je poursuis. Alors, Pierre Vilar explique que dans cette société basée sur le mode de production féodal, le caractère de la société est essentiellement rural. Autrement dit, et je l'ai déjà répété souvent dans mes cours, ce qui domine, ce sont les campagnes. Enfin, quand je dis ce qui domine, quantitativement, la grande masse de la population travaille à la campagne, et je dirais que le cœur de l'économie, eh bien, il se trouve à la campagne. Même si les villes ont pu prendre de plus en plus d'importance depuis le XIe siècle. Mais pour Pierre Vilar, d'un point de vue marxiste, la campagne domine, entendons-nous bien, dans la production, même si socialement, les paysans, bien entendu, appartiennent à la classe des dominés. Le capital, à ce moment-là, il est formé par ce que l'on appelle la rente féodale. La rente féodale, ce sont les prélèvements perçus par les seigneurs sur les paysans, et quand je dis les seigneurs, il s'agit également de l'Église par le biais de la dîme. L'Église fonctionne comme un seigneur lorsqu'elle perçoit la dîme. Mais ce capital, essentiellement, la plupart du temps, il n'est pas réinvesti. Ce qui est le propre du capital dans le système capitaliste, c'est que l'on ne fait pas dormir son capital. Dans le capitalisme, l'épargne, bien entendu, a un rôle, mais elle a un rôle pas tellement pour l'épargnant, elle a surtout un rôle pour les banques qui peuvent utiliser l'argent déposé par les particuliers pour pouvoir le prêter à d'autres qui eux-mêmes vont pouvoir, grâce à l'argent emprunté auprès des banques, investir. C'est le principe du système capitaliste. On emprunte quand on est patron, quand on est actionnaire, parce que c'est l'ensemble des actionnaires qui ont un gérant qui gère tout ça, on emprunte pour pouvoir investir. Et on attend des bénéfices dans le futur, bien entendu. Alors, il explique, Vilar, que l'importance, l'essor des villes libres n'a pas modifié au temps moderne, au Moyen-Âge et au temps moderne, fondamentalement le mode et les rapports de production. Je vous rappelle que les rapports de production, ce sont donc les rapports sociaux qui s'établissent à l'occasion de la production de biens. Voilà. Il dit toutefois, et je suis page 38 maintenant, je fais une explication de texte, donc je suis la démonstration donc, de Pierre Vilar, il dit toutefois que la production textile, elle, annonce le système capitaliste. Je suis dans le premier paragraphe de la page 38. Toutefois, à l'époque, les fabricants textiles sont fabricants et marchands. Autrement dit, il n'y a pas encore la division du travail qui n'interviendra qu'au XVIIe, au tout début et surtout au XVIIIe et alors au XIXe siècle. On est franchement dans une division du travail. Voilà. Alors, pour lui, ce qui marque la révolution des temps modernes, c'est-à-dire cette révolution qui se produit au XVe et XVIe siècle. Qu'est-ce qui fait qu'on passe dans une autre période et qu'on va progressivement glisser d'un mode de production féodal, basé sur la rente féodale, à un système de production capitaliste, industrielle? Eh bien, c'est essentiellement le bond en avant des forces productives. Alors c'est quoi ici les forces de production, les forces productives? Eh bien ce sont toutes les inventions, les découvertes qui sont faites à partir du XVe et du XVIe siècle. Pierre Vilar montre, et regardez, ça se trouve page 39, que toutes ces inventions, ces découvertes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles se font surtout au XVe et au XVIe siècle et pas
comme on le voit dans tous les manuels, surtout au XVIIIe siècle. Bien sûr, au XVIIIe siècle, il y aura des inventions très très importantes. On pense bien sûr à la machine à vapeur de James Watt. Il y a toutes les machines qui vont être mises en place dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie mécanique, donc dans le domaine de l'industrie charbonnière et dans le domaine de l'industrie métallurgique. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il fait le relevé de toute une série d'inventions qui sont faites au XVe et au XVIe siècle. Et parmi celles-ci, on trouve quoi? Le premier au fourneau date du XVe siècle. Il fait mention d'imprimerie. Il met en évidence également tous les progrès de la navigation qui vont permettre les grandes découvertes. Il note également qu'à côté de tous ces progrès dans le domaine de l'invention, des inventions, il y a aussi des découvertes géographiques. J'ai déjà fait des cours là-dessus, en tout cas nous avons étudié entre autres le journal de bord de Christophe Colomb, vous vous souvenez, 1492, et ces découvertes elles-mêmes, elles sont entamées par les Portugais qui, dès la première moitié du XVe siècle, vont à la découverte du vaste monde, et plus particulièrement, ils prennent la direction du sud, ils contournent de l'Afrique, ils arrivent finalement en 1498 avec Vasco de Gama en Inde, à Calicut, ils vont poursuivre leur route, l'Indonésie, ils vont monter jusqu'en Chine, voire jusqu'au Japon, et donc tout cela va modifier complètement, je dirais, à terme, le mode de production. En effet, une ère nouvelle s'ouvre, dit Pierre Villard, pour le capital marchand. Alors longtemps, on a dit, évidemment c'est un petit peu schématique, que l'histoire du capitalisme à l'époque moderne a vu se succéder trois phases. D'abord un capital commercial, avec les grandes découvertes, puis un capital industriel, deuxième moitié du XVIIIe siècle, première moitié du XXe siècle, et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui prime, c'est le capital financier. Donc ça va, capitalisme marchand, capitalisme industriel, la fin du capitalisme industriel dans nos régions, ça correspond aux années 60, vous savez, quand toutes les industries en Wallonie doivent fermer, toutes les mines, les charbonnages, etc. Et puis, enfin, le capital financier, dont nous sommes les victimes, puisque en 2008, ce qui s'est produit, au mois de septembre-octobre, c'est vraiment une crise. Quand Lehman Brothers a fait faillite, quand on a connu toutes les dérives de Goldman Sachs, et ne parlons pas d'escrocs comme Madoff, on a vu que ce capitalisme financier était finalement basé sur des fondements très fragiles. Tout ça, c'était la spéculation qui le faisait mouvoir, une spéculation qui créait des bulles qui ne correspondaient plus du tout à la réalité. Évidemment, ce capitalisme, cette crise financière, a eu ensuite une répercussion sur l'économie et sur le social, parce que tout cela est lié. Alors, ici, on n'en est pas à l'appel de la crise, on est à l'origine de ce système que nous connaissons à l'heure actuelle. Et donc, vous avez retenu, les forces productives au XVe ou au XVIe siècle sont marquées d'une part par l'essor de toute une série d'inventions et d'autre part par ce que l'on pourrait appeler la colonisation, qui permet d'avoir des matières premières à bon marché. Cette colonisation qui a tenu jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est seulement dans les fin des années 1940 que plusieurs pays d'Asie connaissent leur indépendance. Je pense à l'Inde, au Pakistan, à l'Indonésie par exemple. Et en gros, c'est vers 1960 que la plupart des pays d'Afrique deviennent indépendants. Voilà. Alors, ensuite, intervient dans la démonstration de Pierre Villard ce qui est la pierre d'angle, je dirais, de son raisonnement, c'est l'accumulation primitive du capital. C'est quoi l'accumulation primitive du capital? Parce que pour que le capital puisse faire des petits, il faut préalablement qu'un magot ait été rassemblé. Or, ce magot, il vient de quelque part. Alors, Pierre Villard se repose essentiellement, je vais devoir bouger un petit peu, sur Karl Marx, le Capital. Or,
beaucoup de gens ont lu, peut-être maintenant de moins en moins, peut-être presque plus maintenant, le manifeste du Parti communiste, qui date de 1848, qui a été écrit à Bruxelles d'ailleurs, hein. Mais très peu de gens ont lu le Capital, parce que le Capital c'est beaucoup plus gros, tout simplement. Hein, regardez, c'est un ouvrage ici écrit en tout petits caractères. Et vous avez ici près de 700 pages. Et il ne s'agit que du livre 1 du Capital. Donc on comprend qu'évidemment, ce n'est pas cet ouvrage-là qui a été, comment dirais-je, très diffusé. De tas de gens l'ont acheté, bien entendu. Donc beaucoup de gens ont lu des succès d'année du Capital, parce qu'il y a eu, alors là, des tas d'ouvrages qui résumaient la pensée de Marx. Mais quand on fait de l'histoire, ben, le rôle d'un historien, je dirais, et je me replace ici devant mon pupitre, le rôle d'un historien est évidemment de retourner à la source. Donc, vous comprenez que mon exposé d'aujourd'hui est essentiellement un exposé méthodologique. Je vous dis, je vous apprends à lire des ouvrages. Pour lire des ouvrages, il faut effectivement comprendre la pensée de l'auteur, mais il faut toujours voir sur quels ouvrages, à quels ouvrages il se réfère, pour pouvoir voir si la pensée, le texte de la source est bien rapporté, et s'il n'y a pas des choix arbitraires qui ont pu être faits pour aller dans le sens de la thèse qu'on veut défendre. C'est ça avoir l'esprit critique. Vous pouvez toujours pêcher dans un ouvrage des passages et faire fusiller quelqu'un. C'est Fouché qui disait ça, le ministre de la police de Napoléon. Donnez-moi n'importe quel extrait d'une lettre de qui que ce soit et je peux le faire fusiller. Oui. Vous prenez des passages, puis vous mettrez entre crochets le passage que vous trouvez sans intérêt, puis vous mettez la fin de la phrase, ben oui, tout de suite c'est un suspect. Hein. Vous êtes bien d'accord. Si vous téléphonez à quelqu'un, c'est la même chose. Il y a toujours un moment donné où vous allez glisser dans la conversation une remarque contre le gouvernement, contre le régime, non? En disant oui, on en a marre, il ne fout rien, enfin vous connaissez le vocabulaire courant, quoi. Et donc vous imaginez en dictature, vous sortez ça, vous êtes cuit, hein? On serait tous en prison, on serait tous torturés. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut retourner toujours à la source. Alors, Pierre Vilar se réfère explicitement à la 8e section du Capital de Karl Marx, qui est tout entière consacrée à l'accumulation primitive du capital. Alors, ce sont les chapitres 16 et suivants, hein, qui sont consacrés au secret de l'accumulation, le secret de l'accumulation primitive, le chapitre 17, l'expropriation de la population campagnarde, et alors surtout, il se réfère au chapitre 31, genèse du capitalisme industriel. Je peux vous lire d'ailleurs un passage lié justement à la colonisation, page 557. Les différentes méthodes d'accumulation primitive que l'ère capitaliste fait éclore se partagent d'abord, par ordre plus ou moins chronologique, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, la France et l'Angleterre, jusqu'à ce que celles-ci les combinent toutes au dernier tiers du XVIIe siècle dans un ensemble systématique embrassant à la fois le régime colonial, le crédit public, la finance moderne et le système protectionniste. Je vous enjoins vivement à lire la 8e section du Capital, donc dans l'édition Garnier-Flammarion que j'ai devant les yeux, qui va de la page 527 à la page... Attendez. Voilà, 575. Donc il y a 50 pages du Capital qu'il faudrait vraiment que vous lisiez, du livre 1. En fait, c'est toute l'histoire économique des temps modernes, vue par Marx. Parce que Marx, c'est pas seulement un philosophe, c'est pas seulement un sociologue, c'est aussi un historien. Il a travaillé pendant 20 ans au British Museum, hein, c'est un érudit. Il était tous les jours à la bibliothèque. Marx était aussi quelqu'un qui allait sur le terrain, il a participé à la formation de l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864. Mais Marx est avant tout un savant. Alors que beaucoup de ses successeurs, je pense à Staline par exemple, ben là ce ne sont pas du tout des savants. Hein. Vous voyez tout de suite la différence quand vous prenez Marx
Et quand vous prenez le matérialisme dialectique expliqué par Staline, c'est une mauvaise vulgarisation à mes yeux. Il y en a qui vont idolâtrer évidemment Staline. Moi, je considère qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le stalinisme, c'est quelque chose qui n'est pas très ragoûtant, parce qu'effectivement, il y a eu les goulags, il y a eu... Enfin bon, c'est une pensée très dogmatique. Mais pour autant, il ne faut pas jeter les ouvrages de Karl Marx. Ce n'est pas parce que le communisme, sous sa forme stalinienne d'abord, et puis sous sa forme édulcorée avec d'autres comme Khrouchtchev et Gorbatchev a échoué en Union soviétique, il faut pour autant rejeter une pensée qui était vraiment basée sur des faits concrets, qui n'étaient pas de la pure idéologie, pas du tout. Bien entendu, Marx a son idéologie, mais c'est basé sur des faits, tandis que ceux qui sont venus après, vous savez, ce sont des gens qui étaient amoureux du pouvoir, qui étaient des mégalomanes. Donc je crois qu'il faut vraiment faire une distinction entre les deux. Je crois que Marx était un humaniste, à mes yeux. Alors, je poursuis l'étude de notre document. Marx explique donc, Pierre Villard établit plusieurs étapes dans son raisonnement. Il parle tout d'abord, pour que l'accumulation primitive du capital ait pu se former, il dit d'abord qu'il y a eu une expropriation foncière. Autrement dit, ce sont les gros propriétaires, les seigneurs, qui progressivement ont fait pression sur les paysans pour leur faire vendre les terres, les petits propriétaires qu'ils possédaient. Et c'est cette condition-là qui est la condition essentielle pour passer du mode de production féodal au mode de production capitaliste, parce que c'est toute cette masse de petits propriétaires, de petits paysans qui ont été expropriés, qui vont constituer la main-d'œuvre abondante que l'on va retrouver aux portes des villes et qui pourra être pressurée, exploitée par les patrons au moment de la naissance du monde industriel, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié, voire du dernier quart du XVIIIe siècle. S'il n'y avait pas eu tous ces paysans qui avaient été expropriés précédemment, eh bien, les patrons n'auraient pas pu établir des salaires aussi bas pour ces ouvriers. Ces ouvriers, ce sont rien d'autre que des fils ou des petits-fils de paysans. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Alors, deuxième étape, après cette explication d'ordre lié au dynamisme interne, je dirais, des sociétés occidentales, vous avez également une explication externe qui a d'ailleurs déjà été évoquée précédemment. C'est le pillage et l'exploitation coloniale. Il explique que la colonisation détermine un autre aspect de l'accumulation primitive. Donc ce n'est pas seulement l'expropriation des petits paysans en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, qui a permis à la constitution de ce capital, c'est aussi des éléments liés à la colonisation. Il explique tout d'abord qu'il y a les pillages. Effectivement, vous savez que les conquistadors, quand ils partent en Amérique, par exemple, eh bien, ils cherchent à tout prix l'or et l'argent. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On commence par rafler tous les bijoux des aristocrates et des rois ou des empereurs incas, aztèques, mayas, etc. Donc toutes leurs parures. Et puis, une fois qu'on les a véritablement dépouillés de leurs bijoux, de leurs vaisselle en or, etc., on va se rabattre sur leurs sources d'approvisionnement, c'est-à-dire les mines. Et il va y avoir, comment dirais-je, une exploitation forcenée des Indiens dans les mines. Les fameuses mines du Potosi, mines d'argent. Plus tard, il y aura également, il y a eu au début, mais ça se limite à la première moitié du XVIe siècle,
comment dirais-je, l'exploitation de l'or au Mexique. Et alors, au XVIIIe siècle, là, vous aurez aussi, on va découvrir de nouvelles mines d'or au Brésil, dans le sud, enfin le centre et le sud du Brésil, dans l'état que l'on appelle l'état de Minas Gerais, c'est-à-dire l'état des mines générales. Hein, et si vous allez comment dirais-je, à Ouro Preto, hein, ça veut dire l'or noir, hein, littéralement, c'est l'or tout court, hein, qui était exploité par les Portugais et qui faisait travailler évidemment la population locale, les indigènes. Alors, c'est à ce moment-là que cet or va passer entre les mains des marchands et des banquiers, parce que très rapidement, l'or qui est ramené par les conquistadors, qui arrive en grande partie dans les cours de Madrid, de Lisbonne, va être dépensé dans des biens luxueux pour la cour, et très rapidement, ce sont les banquiers qui prêtent l'argent aux souverains, qui va se retrouver en possession de tout cela. Et donc ce sont deux grandes dynasties et deux grandes familles de banquiers d'Allemagne, les Fugger et les Welser, qui vont se retrouver donc en possession de cette quantité d'or, de métaux précieux importants. Deuxième élément, toujours dans le cadre de l'exploitation coloniale, c'est la hausse des prix en Europe. Mais tenez-vous bien, on explique toujours la hausse des prix au XVIe siècle par le phénomène suivant. Et je vous l'ai expliqué sans doute quand on a vu les grandes découvertes. Plus un bien est abondant, moins il est cher. C'est la règle première de l'économie. Et plus un bien est rare, plus il coûte cher. Les métaux précieux se trouvent effectivement dans ce même ratio, c'est-à-dire que plus il y a d'or disponible, inévitablement, moins l'or va valoir de l'argent, et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce que vous payez avec des instruments monétaires qui étaient de l'or et de l'argent, c'était les outils, c'était la monnaie, eh bien, il va falloir sortir plus d'or pour un bien équivalent produit 30 ans plus tôt. C'est une question de rapport. Mais ce que Pierre Villard ajoute, et là il va à l'essentiel, c'est que quand on a dit ça, on est au milieu du raisonnement. Ça, c'est l'explication de l'économie classique. Mais quand vous êtes marxiste, vous ne raisonnez pas en termes de quantité d'or et d'argent, votre point de vue n'est pas monétariste. Les monétaristes, c'était l'école de Milton Friedman, qui était suivi par Ronald Reagan, par Margaret Thatcher. Eux raisonnaient d'un point de vue monétariste quand ils ont mené leur politique dans les années 80 aux États-Unis, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Le point de vue marxiste est tout à fait différent. Il se pose la question de savoir qui a exploité l'or et l'argent, qui a travaillé pour sortir cet or et cet argent des mines. Mais ce sont les travailleurs locaux, ce sont les indigènes. Donc on doit aller nettement plus loin dans le raisonnement. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que la quantité d'or qui arrive sur le marché, c'est produit par les indigènes, et vous avez une représentation au-dessus de l'armoire métallique et derrière vous, des mines du Potosi. On voit des Indiens qui travaillent en Bolivie et qui sont en train d'extraire cet argent, justement. Or, il dit, et ça c'est une phrase essentielle dans son raisonnement, c'est que le profit capitaliste n'est que facilité. Il n'est pas mesuré par l'écart qui s'établit entre prix et salaire. Il dépend, en effet, du temps de travail incorporé dans une marchandise donnée comparé au temps de travail incorporé dans le salaire du travailleur qui l'a produite. Or, ce temps de travail dépend de conditions très complexes, et non des seules variations monétaires. Alors écoutez bien, les prix européens ne montent pas au XVIe siècle parce que l'or et l'argent sont plus abondants. Ça, c'est la théorie classique.
Il monte parce que le prix de revient de l'or et de l'argent a diminué. Plus encore que sur l'exploitation accrue des travailleurs européens. Les profits sont donc prélevés sur le travail des mineurs américains. Donc c'est la différence entre, vous comprenez, le temps où vous travaillez et où vous êtes payé de manière misérable, eh bien la différence entre ce montant-là, ce qui est donné à ces travailleurs qui travaillent pratiquement gratuitement dans des conditions épouvantables, et d'autre part le profit qu'en tire l'exploitant de la mine, qui participe de cette accumulation primitive du travail, du capital. Donc on est vraiment dans un système d'exploitation. L'intensité de l'accumulation monétaire en Europe, condition de l'installation du capitalisme, a dépendu du degré d'exploitation du travailleur américain. Et il ne faut donc pas limiter son raisonnement simplement à un rapport entre la quantité d'or et d'argent, la masse monétaire disponible sur le marché, et d'autre part les biens que l'on doit acheter avec cette même masse monétaire. Élément suivant. Il parle du rôle du capitalisme usuraire et du capitalisme marchand. Alors, le capitalisme usuraire, c'est les taux d'intérêt parfois délirants, 20-25%. Évidemment, ce qui rentre dans la poche de l'usurier, ça forme du capital net, si je puis dire. 2, il y a la spéculation sur la rareté, j'ai déjà évoqué. Et il y a enfin la spéculation commerciale. Donc, par exemple, quand vous venez d'Indonésie avec des épices, comme il n'y a pas d'épices en Europe, vous pouvez décider, nous on bloque nos navires ou notre cargaison dans des entrepôts, enfin le contenu de la cargaison dans des entrepôts, je ne sais pas, en Anvers par exemple, et on attend que la demande soit très forte pour pouvoir vendre. Et on va vendre évidemment avec un profit maximal. Même chose pour le blé. Vous savez que pendant les crises frumentaires, c'est-à-dire pendant les moments où, à la suite d'un hiver et d'un été moche, si je puis dire, la récolte n'a pas été bonne. Si ça se produit 2 ou 3 années successivement, on va se trouver dans une époque de pénurie. Eh bien, cette pénurie est entretenue par ceux que l'on va appeler au moment de la Révolution française des accapareurs. C'est-à-dire que, non seulement il n'y a pas beaucoup de grains qui ont été produits dans les 2 dernières années, mais parallèlement, il y a beaucoup de grains qui ont été stockés par des spéculateurs dans le grange, dans le grenier, qui attendent que les gens aient vraiment très très faim pour pouvoir augmenter les prix. On les appelle aussi les affameurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, pendant la Révolution française, on a publié le fameux édit du maximum qui fixait le prix du blé à un niveau particulier. Vous savez que nous sommes quelque part l'héritier de cette loi du maximum. Vous savez que nous avons l'index, nous. L'index sur les produits de consommation courante. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on voit que les prix des denrées élémentaires augmentent, eh bien, il y a ce qu'on appelle une indexation des salaires. C'est le seul pays au monde où ça existe encore. Ou ça n'a peut-être jamais existé d'ailleurs. Donc ça veut dire que chez nous, il y a une indexation. Mais donc, plutôt que de bloquer les prix, chez nous, on augmente les salaires. Pour qu'évidemment, vous puissiez toujours acheter les produits dont vous avez besoin. Ça va? Mais là, quelque part, on fait le jeu des accapareurs. Parce que quand l'essence augmente, si l'essence fait partie des produits de première nécessité, eh bien les salaires vont augmenter à un moment donné. Mais nous, en tant que clients, consommateurs, on ne verra pas la différence, puisqu'on va toujours acheter la même quantité d'essence, puisque notre salaire a augmenté, mais les prix surtout auront augmenté. Par contre, ceux qui verront la différence, c'est qui? C'est d'une part les producteurs et aussi l'État. Parce que l'État augmente les taxes en proportion du revenu du prix brut du pétrole. Donc voilà, donc c'est une sorte de cercle vicieux finalement. Alors, je poursuis dans le raisonnement. Quelles sont les étapes finales, et je suis page 44 maintenant, de la transformation? C'est que l'État va jouer un rôle déterminant.
Tout d'abord, l'État, je suis page 45 plutôt, hein, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affermer l'impôt. Affermer, c'est-à-dire que, dans le cadre d'une adjudication, on pourrait dire, il y a des individus qui se proposent de faire rentrer anticipativement l'argent dont l'État a besoin, et l'État leur concède le droit, évidemment, de percevoir l'impôt. C'est ce qu'on appelle la ferme, c'est ça un fermier. Hein. Les fermiers généraux, c'était les collecteurs d'impôts, mais privés. C'était dans le cadre de la privatisation d'impôts. Eux, ils perçoivent l'impôt, et tout à fait légalement, ils peuvent percevoir un surplus qui sert à les payer, si vous voulez, parce qu'eux ont pris le risque, entre guillemets, que dans certaines régions, l'impôt ne soit pas perçu chez tout le monde, si on est en période de crise, par exemple. Et surtout parce que toute l'administration, toute la gestion de la perception de l'impôt est entre les mains de ces percepteurs privés. Mais dans les faits, ils peuvent se constituer des fortunes considérables. Les fermiers généraux, au moment de la Révolution française, ils l'ont payé, hein. Certains se sont vus couper la tête. Hein. Vous savez que parmi les grands fermiers généraux, il y avait entre autres Lavoisier, le grand chimiste. Ensuite, le capitalisme va être soutenu par l'État parce que l'État va protéger la production nationale grâce à des douanes. Et là, je crois que nous aurons aujourd'hui une leçon sur ce sujet-là. C'est l'importance du mercantilisme, le rôle que des gens comme Colbert, déjà avant Colbert, il y avait déjà eu des tentatives en France à ce sujet-là. Eh bien, le colbertisme n'est rien d'autre qu'un capitalisme d'État, un capitalisme soutenu par l'État. Quand on dit qu'à l'heure actuelle, Nicolas Sarkozy c'est un libéral, c'est pas tout à fait vrai. C'est un libéral, dans le fond, c'est un libéral à l'origine, mais par le fait même qu'il est à la tête de l'État, il utilise des moyens bureaucratiques pour, justement, diriger la production dans tel ou tel secteur pour augmenter ou diminuer les impôts. Donc ce n'est pas le laisser faire, laisser aller des libéraux purs qui, eux, considèrent que l'État n'a qu'une fonction très limitée liée aux activités de justice, de défense, de police, comme celle-là. Donc on peut dire que Nicolas Sarkozy, c'est un libéral qui a dû se rendre face aux réalités, surtout en période de crise, comme quoi il fallait agir avec l'État. Donc on peut dire que des gens comme Sarkozy, et d'ailleurs tous les politiques français, sont des colbertistes d'une certaine manière. Et je dirais même que la théorie de Keynes, qui prévaut après la Deuxième Guerre mondiale, s'inscrit quelque part dans sa logique, je ne dis pas tout à fait dans son raisonnement, dans sa logique de la politique de Colbert. Keynes, dont je vais vous montrer un ouvrage tout à l'heure, qui est ce grand théoricien, économiste classique, hein, qui a voulu presque sauver le capitalisme par un libéralisme tempéré qui, paradoxalement, ou peut-être pas paradoxalement, parce que moi je crois que c'est essentiellement, c'est dans les gènes de la social-démocratie que d'avoir d'avoir utilisé Keynes, c'est que ce sont finalement des sociodémocrates, des socialistes qui vont utiliser un économiste libéral, mais qui se rendaient compte que le libéralisme à outrance conduisait finalement à exacerber les contradictions du capitalisme et conduisait à terme à sa mort. Donc le keynésianisme, utilisé après la guerre par les sociodémocrates, a permis, grâce à des transfusions, de sauver le capitalisme, en tout cas dans nos régions. Parce que toutes les allocations sociales, familiales, de chômage, etc., qui sont données à ceux qui ont des difficultés ou qui ont... Eh bien, toutes ces allocations ont permis à ce que ces gens
soient des consommateurs et fassent fonctionner le système, donc la production, et donc à terme fasse rentrer de l'argent dans les caisses des actionnaires. Alors, autre élément également, et très important, c'est la naissance de la manufacture. La manufacture, c'est l'ancêtre de l'usine. La manufacture, Pierre Villard dit, comprend 3 éléments. 1, elle réalise dans l'industrie la séparation entre producteurs et moyens de production. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je ne reviens plus là-dessus. Parce qu'elle concurrence mortellement l'artisanat corporatif. Vous vous souvenez qu'au Moyen-Âge, au temps moderne, il y a encore des corporations. Ça veut dire que les métiers et les professions sont regroupés dans des associations professionnelles qui défendent leur profession par des règlements stricts, entre autres choses. Et 3, et qui se protègent surtout de la concurrence extérieure. Et 3, parce que la manufacture organise la division du travail qui accroît massivement la productivité du travail individuel. Et c'est vrai. D'ailleurs, qui a dit ça? C'est même pas un marxiste qui le dit. Ça se trouve dans la Bible des libéraux, dans Adam Smith, qui en 1776 publie, je dirais vraiment la Bible des libéraux, de cet ouvrage qui s'appelle De la nature et des causes de la richesse des nations. C'est un ouvrage publié en anglais donc en 1776. C'est vraiment la naissance du livre. Il ne dit pas autre chose, Adam Smith. Il dit que dans une usine, si on partage, si chaque travailleur qui est dans l'usine a une tâche bien déterminée, la productivité, le rendement va s'en trouver accru. Le problème, et ça c'est le point de vue marxiste, c'est que ça conduit évidemment à l'aliénation des travailleurs, parce qu'ils n'ont plus la mainmise sur le procès, c'est-à-dire le processus complet de la production. C'est ce qui se passe dans Charlie Chaplin, je crois que c'est un film de 1936, dans les temps modernes. Vous voyez, quand il est en train de serrer les boulons, à un moment donné, il devient fou. C'est ça, être aliéné. Quand on dit quelqu'un qui est aliéné, c'est qu'il est fou. Aliéné, ça vient d'un mot latin, aliénus, ce qui veut dire qu'il est étranger à ce qu'il fait. Il n'est plus lui-même. Mais c'est ça l'aliénation d'un point de vue marxiste. Ça veut dire quand il y a coupure entre le travailleur et sa création, l'objet créé. Alors, on arrive tout doucement à la fin. Enfin, dernière étape, le dernier bond, page 46, c'est l'apparition du machinisme, bien sûr. La production industrielle de masse sera la source essentielle du capital. Et l'ère, écoutez bien, l'ère de l'accumulation primitive est terminée. Tout va devenir marchandise et les rapports sociaux s'établiront exclusivement en termes d'argent. Il n'y a plus de féodalisme. 2. L'exploitation de plus en plus poussée du travail humain en est la conséquence et le prix. 3. La révolution agricole et la liberté du commerce des grains permettent de nourrir davantage d'hommes et plus régulièrement. Dans les pays les plus avancés, on supprime la jachère, on utilise au mieux les légumineuses et les tubercules. Enfin, c'est la conclusion de l'article, à chaque mode de production correspond non seulement un système de rapports sociaux de production, mais encore un système de droits, d'institutions et de modes de pensée. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous souvenez dans mon introduction, dans la remarque préalable. Et alors il dit aussi, un régime social en déclin se sert précisément de ce droit, de ces institutions, de ces habitudes de pensée pour s'opposer de toute sa force aux innovations qui menacent son existence. Cela provoque la lutte des classes nouvelles, des classes montantes, contre les classes dirigeantes encore au pouvoir. Pour cela, je vous renvoie à la source implicite, mais bien connue, de Pierre Villard, que l'on trouve dans cet ouvrage de Karl Marx, publié en allemand, donc en 1859. Je vous le montre. Contribution à la critique de l'économie politique. Alors là, se trouve un passage que tous les marxistes connaissent quasiment par cœur. Ça se trouve pages 2 et 3 de sa préface. Dans la production sociale de leur existence, je dis bien production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Rapports de production
qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. Donc vous voyez de nouveau le lien. Vous voyez bien que Marx essaye vraiment de faire de l'histoire une véritable science. L'ensemble de ces rapports de production, donc de ces rapports sociaux, constitue la structure, hein, l'infrastructure, la structure économique de la société. C'est la base concrète. Donc la structure, l'infrastructure, ça se dit Unterbau. Alors, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique, je n'ai pas le mot ici, mais enfin en allemand c'est Überbau, juridique et politique, et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Donc, autrement dit, votre conscience sociale, ce que vous avez dans la tête concernant les rapports sociaux, c'est déterminé par la place que vous occupez dans le processus économique et social. Il faudrait que vous en ayez bien conscience le jour où vous serez professeur. Que quand vous allez même avoir des attitudes corporatistes en tant que professeur, c'est parce que vous êtes fonctionnaire. Vous occupez une place bien déterminée. Et donc, si vous allez manifester, bien sûr, c'est en fonction de votre idéal. Mais votre idéal, dit Marx, il est constitué, essentiellement, il est la résultante de la place concrète que vous occupez dans le processus. Donc, le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique, intellectuelle dans son ensemble. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. Très très important. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction. C'est le mot-clé à retenir, contradiction. Et c'est la contradiction qui fait qu'on passe d'un stade à l'autre, en contradiction, avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, puisque je vous dis que le droit n'est rien d'autre que le reflet, si je puis dire, de l'infrastructure. Le droit est là pour légitimer des rapports de force. Donc, ou ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels ils s'étaient émus jusqu'alors. Des formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous comprenez ce qui va se passer.